Au Sénégal, la famille de la jeune étudiante de 20 ans disparue en France est inquiète. Elle interpelle les autorités à retrouver Diary Sow, absente depuis le retour des fêtes de fin d'année. En Centrafrique, les rebelles ont attaqué tôt ce matin la capitale. L'offensive a eu lieu à 12 km de Bangui, mais la riposte des forces régulières et de leurs alliés ne s'est pas fait attendre. Et puis au Maroc, un homme poursuivi pour meurtre et viol a été condamné à la peine de mort. Sa victime est un jeune garçon de 11 ans. L'affaire avait suscité un émoi dans le royaume en septembre dernier. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans ce journal. Cette affaire qui fait grand bruit au Sénégal, Ambo, à 80 km de Dakar, la capitale. La famille de Diary Sow, brillante étudiante sénégalaise qui a disparu en France, s'inquiète et interpelle les autorités. Âgée de 20 ans, Diary Sow suit ses études supérieures à Paris. Elle est absente depuis le retour des fêtes de fin d'année. Une enquête a été ouverte pour tenter de la retrouver. 8 jours après la disparition, le 4 janvier de Diary Sow, une étudiante sénégalaise à Paris, toutes les pistes restent envisagées, y compris celle d'une fugue de cette jeune femme connue au Sénégal comme l'incarnation de l'excellence et de la réussite scolaire. Une enquête a été ouverte en France pour disparition inquiétante depuis que Diary Sow, 20 ans, n'a pas repris les cours après les vacances de Noël au prestigieux lycée parisien Louis-le-Grand, où elle étudie en classe préparatoire. Selon une association d'étudiants sénégalais à Toulouse, la jeune femme a passé les vacances de fin d'année dans cette ville du sud-ouest de la France chez sa meilleure amie étudiante en médecine. Elle devait repartir le 1er janvier. D'origine peul, Diary Sow vivait avec ses parents à Mali-Kounda, près de Mbour, à 80 km de Dakar. Elle a été au prestigieux lycée d'excellence scientifique de Diourbel qu'elle avait intégré sur concours. Sa famille reste très inquiète. On a le cœur lourd. Rester tout ce temps sans l'avoir est très difficile à vivre. On prie le bon Dieu qu'il le retrouve. On sollicite également les prières de tous. On a eu le soutien de tout le peuple sénégalais. On remercie le président de la République, mais aussi le ministre Serigne Mbaye Thiam. On leur demande de faire encore plus pour pouvoir la retrouver. Son mentor précise que rien ne présageait une inquiétude au cours de leur dernière discussion. Sur le site du consulat, un avis de disparition avec la photo de la jeune femme et un numéro de téléphone a été publié. Sa disparition fait grand bruit au Sénégal, où Diary Sow, Miss Science en 2017, a remporté en 2018 et 2019 le concours général et a été désignée meilleure élève du pays. Elle avait été reçue par le président Macky Sall, qui a donné des instructions pour la retrouver, selon l'ambassadeur. Au Malawi, en bref et en image, 2 ministres en charge des transports et des administrations locales sont décédés ce mardi du Covid-19. Dans un communiqué, la présidence a annoncé que le président Lazarus Chakwera est profondément attristé par le décès de ses 2 membres importants du gouvernement. Sidik Mia, âgé de 56 ans, ministre des Transports et vice-président du Parti du Congrès au pouvoir, avait été testé positif au coronavirus la semaine dernière et il avait été confiné chez lui avec des symptômes légers. Il est décédé il y a 24 heures. Le ministre des administrations locales, lui, est mort le même jour, 2 semaines après avoir été testé positif. Le Malawi est confronté à une recrudescence des cas de nouveau coronavirus. Le chef de l'État a attribué cette forte hausse au mauvais respect des gestes barrières, en particulier au port de masque, qui n'est pas, faut-il le rappeler, obligatoire dans le pays, mais fortement recommandé. Le pays a officiellement enregistré plus de 9000 cas, dont au moins 235 morts. La mission d'évaluation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la transition au Mali s'est achevée. Lors d'une conférence de presse, la mission a dit ne pas avoir à ce stade de raison de douter que les autorités de transition tiendront le délai de 18 mois pour restaurer le pouvoir ou les pouvoirs civils dans le pays. L'équipe de la CEDEAO a rencontré les principaux acteurs de la transition, la classe politique et d'autres acteurs du processus électoral. Au cours d'une conférence de presse, la délégation de l'institution a salué l'installation de tous les organes de la transition, mais a notamment demandé plus d'inclusivité pour que la transition de 18 mois aboutisse à des élections générales transparentes.
Nous pensons que le gouvernement de transition sera en mesure de conclure tout ce qu'il est prévu de faire dans les 18 mois. Ban Dao a mentionné qu'ils se sont engagés à organiser des élections avant la fin des 18 mois. Pour l'instant, nous n'avons aucune raison. Des colonels ont renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta après des mois de contestation dans le pays en pleine tourmente sécuritaire et politique depuis des années. Sous la pression de la CEDEAO, ils se sont engagés à rendre sous 18 mois le pouvoir à des dirigeants civils issus d'élections et ont mis en place des organes de transition. Présidence, Premier ministre et gouvernement, organes législatifs. L'emprise que les militaires exercent sur la transition ainsi que l'ampleur de la tâche suscitent des interrogations sur le respect de cette échéance. Un coup dur pour le pouvoir en Centrafrique. Les rebelles ont lancé ce mercredi 2 attaques simultanées à l'entrée de Bangui, la capitale. Ces attaques ont été donc repoussées selon le ministre de l'Intérieur. Il s'agit de ceux qui mènent une offensive contre le régime du président Faustin Archange Touadéra, récemment déclaré réélu. Ces 2 attaques ont été confirmées par des responsables de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, sous couvert d'anonymat, tandis que le porte-parole des casques bleus dans le pays, le lieutenant-colonel Abdoulaziz Fall, a évoqué une attaque et des affrontements toujours en cours. Il s'agit des premiers affrontements aux portes de Bangui depuis que les rebelles ont annoncé une offensive il y a près d'1 mois. À respectivement 9 et 12 kilomètres du centre de la capitale, à l'aube, des brigades de l'armée ont été attaqués simultanément, mais grâce à la bravoure de nos forces et les appuis bilatéraux, nous avons pu repousser les assaillants qui sont en débandade actuellement, a assuré le ministre de l'Intérieur Henri Foncette, Lengisara. Les échanges de tirs ont baissé, mais la situation reste tendue, selon le lieutenant-colonel Fall, 2 heures après le déclenchement de l'attaque. Les affrontements n'ont pas fait de victimes, mais plus de 350 civils sont actuellement sous la protection des soldats burundais. Le 19 décembre, 8 jours avant les élections présidentielles et législatives, une coalition de 6 des plus puissants groupes armés qui occupent 2 tiers de la Centrafrique depuis le début de la guerre civile il y a 8 ans avait annoncé une offensive pour empêcher la réélection du président Faustin Archange Touadéra. Les Ougandais voteront demain jeudi lors des élections présidentielles et législatives où le président sortant Yoweri Museveni, âgé de 76 ans au pouvoir depuis 1986, affronte l'opposant Bobi Wine, 38 ans, au thème d'une campagne électorale plus violente que les précédentes. Quelques heures avant cette élection présidentielle tendue, les autorités ougandaises ont ordonné ce mardi aux opérateurs Internet de suspendre l'accès aux réseaux sociaux et les services de messagerie jusqu'à nouvel ordre. Bobi Wine, ancien chanteur devenu député et qui s'est donc imposé comme le principal adversaire de Yoweri Museveni, a appelé les électeurs ougandais à voter en masse et à protéger leur vote, qualifiant d'illégal l'ordre donné par la commission électorale aux électeurs de s'éloigner rapidement des bureaux de vote après avoir glissé le bulletin dans l'urne. Il a donc contraint en juin ces derniers à utiliser leur téléphone, leur caméra pour surveiller le scrutin. Le président ougandais Yoweri Museveni a réagi, on reste toujours donc en Ouganda, aux critiques internationales concernant la répression du gouvernement contre l'opposition et la fermeture du compte Facebook du parti au pouvoir. Écoutons-le. J'ai fait campagne dans tout le pays en utilisant des méthodes indirectes, en organisant des réunions de dirigeants de 200 personnes maximum, où il y en avait plus de 200 séparés dans un même lieu. In the same venue. There have been practices of intimidation. Il y a eu des pratiques d'intimidation, en particulier de la part de l'opposition, qui a menacé les gens de ne pas venir voter. Dans certaines régions, ils ont même attaqué des citoyens pacifiques. Peaceful citizens. We therefore don't need lectures. Nous n'avons donc pas besoin de sermonner qui que ce soit sur quoi que ce soit, car il n'y a rien que nous ne sachions pas. We don't know. If you want to take sides against, si vous voulez prendre parti contre le National Resistance Movement, parti au pouvoir, alors ce groupe n'opérera pas en Ouganda.
L'Ouganda est le nôtre. Il n'appartient à personne. Ces Facebook et ces groupes n'ont pas répondu et je suis sûr que le gouvernement a fermé les médias sociaux, ces pages Facebook et je ne sais quel autre média social. C'est malheureux, mais c'est inévitable. Il n'y a pas moyen que quelqu'un vienne jouer avec notre pays pour décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Celui-là, nous allons l'arrêter. Nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà, propos de Yoweri Museveni. La justice marocaine a condamné ce mercredi un homme de 24 ans à la peine capitale, la peine de mort. L'accusé a été reconnu coupable du meurtre et du viol d'un garçon de 11 ans. L'affaire avait secoué l'opinion publique marocaine en septembre dernier. Les détails. L'affaire remonte à septembre dernier. Le corps du jeune Adnan avait été retrouvé 5 jours après sa disparition dans le quartier populaire de Tanger, où il vivait. L'enquête a débouché sur l'arrestation d'un ouvrier qui avait envoyé aux parents un message de demande de rançon pour faire croire à un enlèvement. L'homme a été accusé d'avoir emmené le garçon dans l'appartement qu'il louait, de l'avoir agressé sexuellement puis tué avant de l'enterrer à proximité. La justice marocaine l'a condamné à la peine capitale après l'avoir reconnu coupable. Ses colocataires ont été condamnés mercredi à 4 mois de prison pour non-dénonciation de crime. La peine capitale est toujours en vigueur dans le royaume, mais n'est plus appliquée depuis 1993. Un total de 74 personnes condamnées à la peine de mort se trouvaient en prison fin 2020, selon le Conseil national des droits de l'homme. Les appels à exécution ressurgissent quand certaines affaires mobilisent l'opinion publique, comme celle du petit Adnan, qui avait suscité un débat national sur la question avec des pétitions demandant justice. L'affaire avait aussi relancé le débat sur la protection de l'enfance dans un pays régulièrement marqué par des affaires de pédophilie. Des ONG dénoncent depuis longtemps des condamnations qu'elles jugent trop clémentes, appelant à renforcer la lutte contre les prédateurs sexuels. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.